Bienvenue sur la vidéo numéro 3 des cours de Wicca. Leçon 1, donc Histoire, philosophie et légende wiccan, chapitre 3. La philosophie sorcière, suivi de le pouvoir psychique et le pouvoir personnel. La philosophie sorcière. Donc, avant toute chose, dans la Wicca, il faut savoir que la Wicca était une religion dans le sens relié. Elle se base sur une philosophie, une croyance en fait, une philosophie précise. Cette philosophie, ça s'appelle le Red Wiccan, qui dit que, alors, les traductions sont différentes d'un pays, d'un français à un autre, mais si personne n'est blessé, fais ce que tu veux. Ou si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. C'est la version la plus largement diffusée. Ceci est le credo, si on veut. C'est cette phrase. Si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Cette phrase est assez philosophique et assez une remise en question, on va dire, par différentes groupes Wiccans, puisque si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Si personne n'est blessé, fais ce que tu veux. Mais personne, qui est cette personne et qu'est-ce que c'est blessé? Est-ce qu'on doit se baser sur notre si nul n'est blessé, fais ce que tu veux? Je fais ce que tu veux, ce que je veux, ok, mais est-ce que le fait de créer un bonheur pour moi dans le malheur des autres, est-ce que c'est réellement blessé ou pas? Enfin, c'est toute une philosophie, une réflexion sur cette loi qui est assez complexe. Je pense que chacun doit interpréter celle-ci comme il le sent. Pour moi, si nul n'est blessé, fais ce que tu veux, c'est une phrase philosophique qui permet de ralentir nos actes, on va dire, ne pas se précipiter en fait en magie, apprendre la patience en finalité. Et moi, je suis plus dans cette optique, en fait, j'ai cette philosophie qui dit protège la vie à tout prix. C'est ma philosophie personnelle, hein, qui n'est pas de la Wicca, mais c'est ma philosophie personnelle. Protéger la vie à tout prix, ça veut dire quoi que tu fasses, la seule chose qui est importante, c'est la vie. La vie humaine, la vie animale, la vie végétale. La vie dans le sens énergétique du terme, être vivant. Donc de ce fait, cette philosophie se rapproche un peu du côté Green Power et compagnie. Au fond, elle accepte l'idée d'utiliser certains envoûtements pour pouvoir sauver. C'est assez bizarre comme philosophie, mais bon, c'est ma philosophie personnelle. Dans la Wicca, traditionnaliste ou autre, tous s'accordent sur ce principe. Si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Et ce credo, ce raid, est très important à connaître et à analyser par soi-même, puisqu'on ne peut pas l'analyser pour tout le monde, par soi-même, et aussi le fait de le connaître par cœur, car ça fait partie de notre héritage philosophique et de nos actes philosophiques. Donc voilà. Donc le Red Wiccan est avant tout une déclaration. Quand je dis déclaration, je veux dire par là, c'est une déclaration. Je vois pas d'autres mots qui pourraient traduire ça. C'est une déclaration de la morale wiccan et dans le sens général néo-païen. Donc, si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Donc, je vous prononcerai pas la version originale parce que je suis nul en anglais. C'est une forme de conseil. En fait, cette phrase est un conseil. Le mot raid en anglais vient du mot conseil, avis. Donc automatiquement, il faut voir ça plus comme un conseil que comme une loi à proprement parler. Il y a différentes versions du raid, pas par sa traduction. En fait, le raid Wiccan, c'est cette phrase. Si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Mais il existe un texte, des textes plutôt, de plusieurs strophes, des formules, ou plutôt des gros poèmes qui décrit le raid. Ces gros poèmes, il y en a deux particuliers, on les appelle les long raids, les grands raids, les grands credos.
Le premier en fait est apparu, alors c'est celui qui dit, c'est le plus connu, qui commence par, attendez, je vais vous le retrouver. Ça y est, j'ai un trou de mémoire et je ne l'ai pas, en tête. Ouais, celui qui commence par oyez maintenant les paroles des sorcières, les secrets sont cachés dans la nuit, et lorsque le chemin était sombre, nous le revenons aujourd'hui. Ce credo-là est apparu en 74 précisément dans le magazine Earth Religion News. Il avait pour titre le Wiccan Read, donc le credo Wiccan. Ce poème, puisque c'est un poème, a été fortement inspiré par plusieurs autres poèmes, et a mis en avant en fait toutes les croyances wiccan en fait assez condensées, principe des sabbats et des esbats, le fait du secret, des choses anciens, la déesse et le dieu, leur rôle, etc., etc. Suite à ça, en fait, il y a eu d'autres émergences d'autres poèmes. Un qui s'appelait le Raid of the Wiccae, qui commence par fidèle à la loi tu seras, en parfait amour et parfaite confiance. Celui qui parle souvent, je crois, il me semble qu'il parle de bois qu'il faut pas brûler ou un truc comme ça. Ce poème-là est apparu après. Suite à ça, donc il y a eu d'autres raids qui sont apparus. Certains ont été plus ou moins conservés, plus ou moins restés, mais les deux principaux qui commencent par oyez maintenant les paroles des sorcières et fidèle à la loi tu seras, en parfait amour et parfaite confiance sont les deux les plus connus. Donc pour la petite histoire, le deuxième raid en fait a été créé par Thompson donc dans les années 70-80 et Thompson, on suppose que ce serait inspiré de Doreen Valiant par rapport à un discours qu'elle aurait fait pour le magazine Pentagram en 1964. Elle aurait parlé en fait des principes Wiccan et dans la fin des petits clins d'œil en fait assez comment dirons-nous au bois mystérieux, au machin, enfin tous les petits détails en fait dans son poème. Ces petits détails ont été repris par aurait été inspiré par Doreen Valiant dans donc son texte qu'elle a fait au Pentagram et dans son livre Witchcraft for Tomorrow qui a été publié en 78 mais dont on n'a pas de traduction française. Donc il faut comprendre que le Raid Wiccan, c'est seulement si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Je pense que c'est la seule chose qui est importante à connaître dans la Wicca. Après, il est intéressant d'étudier les deux raids. Moi, j'étudie souvent le premier, parce que le second me semble un peu... Enfin, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas, mais qui, pour moi, c'est Wiccan, mais voilà. Enfin, je préfère mieux le premier. C'est personnel. Donc j'étudie plus énormément le premier avec certaines des personnes à qui j'étudie ça. Mais on peut étudier les deux. C'est bien de garder un œil dessus et de pouvoir se concentrer un petit peu là-dessus et ne pas, d'avoir cette connaissance là, parce que ça permet vraiment d'avoir des bases de croyances pour la Wicca. Le Raid Wiccan donc fait partie intégrante de la Wicca, quelle qu'elle soit, traditionnaliste ou pas, éclectique ou pas, même par d'autres branches qui ne sont pas de la Wicca. Il y a quelques traditions qui, elles, n'acceptent pas ce raid ou essayent de le modifier, s'inspirant plus du raid du raid de Crowley, quoi, qui dit telle est la loi, fais ce que tu veux. Donc voilà. Suite à ça a découlé des lois qui se sont créées autour pour structurer en fait la Wicca en elle-même.
Il y a eu alors précisément dans les années 70 il me semble, ou 60, aux États-Unis, un American Council of Witches qui se sont réunis pour classifier, créer en fait des lois, 13 lois, 13 principes Wiccan, qui a fortement inspiré en fait tous les ouvrages de la Wicca éclectique. Donc pour la petite information, celle-ci a eu lieu donc à la Warlock Shop à Brooklyn, une boutique très connue à New York. Donc ces lois-là, en fait, ces 13 grandes lois qui définissent en fait, qui essayent de définir la Wicca et la sorcière précisément. La première des règles, c'est respecte les rythmes de la nature, ce qui est assez important parce que dans la Wicca, comme beaucoup de pratiques païennes, il y a ce respect du cycle de la nature, des sabbats et des esbats. Soit en harmonie avec l'environnement. Donc ça, on voit bien que c'est dans les années 70-80 qu'il y a eu lieu ce concile, puisque ça met en avant cette idée d'écologie. L'idée de l'écologie est apparue vraiment dans les années 70. Avant, c'était pas vraiment une importance. Enfin, on considérait la nature comme étant ce qu'elle est, et on n'avait pas cette idée de il faut la protéger. Beaucoup de Wiccans des premiers jours pensaient que la nature elle-même pouvait se protéger elle-même. Donc voilà. Donc soit en harmonie avec l'environnement, que la puissance supérieure est naturelle. C'est sous-entendu que qu'il existe quelque chose au-dessus de nous, enfin quelque chose de différent de nous plutôt, qui est une puissance qui est supérieure énergétiquement, mais qui est tout à fait naturelle. Rien de surnaturel. La magie n'est pas surnaturelle, n'est pas en dehors de la nature, et elle, au contraire, elle fait partie de la nature. L'égalité des sexes, l'amour, le symbole de la vie. Ça, c'est la 4e loi. C'est une loi qui veut tout dire. En fait, ça met en place l'idée d'un équilibre entre les sexes et que le principe même de la Wicca est l'amour. Que l'idée même du sexe peut être considérée comme un plaisir, comme un symbole, comme l'incarnation de la vie et comme une des sources cachées de l'énergie utilisée dans la pratique de la magie et de la religion. On ne cache pas que nous sommes humains, on ne cache pas que nous sommes animaux en finalité, et que le sexe, les plaisirs physiques, la bonne bouffe, etc., fait partie de notre religion. C'est l'idée, il faut aimer ce que la vie terrestre nous donne. Les différents mondes et leur interaction, c'est la croyance en l'idée qu'il existe plusieurs mondes en dehors du nôtre et que chacun de ces mondes sont en interaction avec nous et nous avec eux, quoi. Et eux entre eux. Donc vraiment, c'est cette optique où là-haut, en bas, à droite, à gauche, enfin partout il y a des mondes différents où on se rencontre souvent. Égalité et fraternité. Donc il est dit que cette loi sous-entend que nous ne reconnaissons aucune autorité hiérarchique, mais honorons ceux qui enseignent, respectons ceux qui partagent leur grande connaissance et sagesse, ainsi que ceux qui sont courageusement offerts à l'animation d'un groupe. Cette loi est vraiment dans un esprit éclectique, sachant que le concile des sorcières d'Amérique, ceux qui se sont réunis, c'était vraiment que des non traditionnalistes, il me semble. Enfin, il y avait que très peu, ou du moins ceux qui étaient souhaitaient vraiment faire avancer la Wicca, du moins dans cette période-là, qui était un peu étrange. Enfin, était différente de actuellement. Actuellement, la Wicca est dans un esprit d'entraide, d'égalité, de non-jugement. C'est ça. Alors que dans les années 70-80 aux États-Unis, c'était, disons qu'elle n'intéressait que les hétérosexuels blancs. Voilà.
C'est ça, c'est l'idée. Si tu sortais de cette norme-là, tu avais des difficultés à rentrer dans tel ou tel coven, c'était l'époque. Donc les peu de traditionalistes, il me semble, qui étaient là, c'était vraiment parce qu'ils voulaient faire du changement. Donc cette loi-là, qui ne reconnaissent aucune autorité hiérarchique, fait plus partie de l'éclectisme, puisque dans la Wicca traditionnaliste, il y a bien une grande prêtresse et un grand prêtre qui dirigent l'assemblée. Philosophie de vie. Cette loi-là met en place l'idée que la Wicca, enfin la sorcellerie, la Wicca est une philosophie de vie. J'aime pas ce mot-là. Mais bon. Nous croyons que la religion, la magie et la sagesse sont trois expressions du même voie que nous rencontrons dans la façon de voir le monde et dans la philosophie de vie que nous appelons le paganisme. Pour moi, le paganisme, la Wicca, est une religion dans le sens définition du terme. Religion reléguée, reliée. Des personnes ayant la même croyance. Pas dans le sens église catholique et compagnie. C'est vraiment dans l'idée de relier les gens entre eux. C'est mon avis personnel, enfin, moi je vois ça comme ça. Il y en a qui appellent ça plutôt philosophie de vie. C'est une spiritualité aussi, essayer de rechercher le divin et non une croyance en disant on ne cherche pas le divin mais qu'on croit connaître le divin. Donc c'est assez philosophie de vie, donc ça peut adapter à certaines personnes à qui ça intéresse. Donc c'était la 7e loi. Donc la 8e loi, la sorcellerie, un travail sur soi-même. Cette loi-là explique en gros que la sorcellerie est avant tout un travail sur soi. Ça revient à sous-entendre que la sorcellerie est une forme de pratique de coaching personnel. Enfin, dans l'idée, c'est que la loi dit que le titre de païen, sorcière et mage ou de quelques autres de ces choses ne rend pas tel. L'hérédité, pas davantage, ni la collection de titres, degrés et initiations. Un mage recherche à contrôler les forces présentes en lui et fait son possible pour pouvoir vivre avec sagesse, sans faire de tort aux autres et en harmonie avec la nature. Au fond, cette loi est intéressante, dans le sens où l'idée du mage, c'est de la sorcière, c'est pas le mot mage, de la sorcière, est de trouver le divin. L'idée, sagesse, sans faire de tort aux autres, et harmonie avec la nature, il est possible de vivre avec sagesse. Oui, elle doit essayer de trouver sa sagesse. Elle doit essayer de trouver son divin, son Bouddha en lui. Le nirvana, peu importe comment on lui donne, mais elle doit essayer de trouver cette sagesse-là. Mais ce n'est pas que ça, la magie, la sorcellerie. La sorcellerie, en fait, dans la version anglaise, c'est la religion. Religiosité, la magie, c'est la magie. Nous sommes sorcières ou mages. Nous pratiquons la magie, puisque en tant que Wiccan, surtout spécialement Wiccan, on fait pas que de la religion, on fait aussi de la magie. La Wicca sans magie, c'est du néopaganisme, point. C'est une religion, point. Enfin, c'est une croyance, point. Alors que la Wicca, c'est la croyance des sorcières et de la pratique des sorcières, donc de la magie. Le sorcier ou la sorcière doit faire preuve de recul et doit essayer de travailler sur soi, pas sur soi dans le sens trouver le Bouddha en soi, trouver son nirvana, trouver qui on est au plus profond et ne pas se tromper dans dans ce que l'on est. Mais c'est aussi savoir nos limites et savoir notre face cachée. Il faut avoir étudié notre face la plus sombre pour pouvoir développer la part de lumière qu'on a en nous. Sans ténèbres, il n'y a pas de lumière, sans lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc il y a vraiment une recherche philosophique sur ça. La 9e loi, c'est l'évolution. C'est sous-entendu la loi comme quoi tout évolue, rien n'est fixé, rien n'est
immobile. Notre compréhension de l'univers ainsi que notre compréhension de l'univers et de tout ce qui nous entoure est toujours en expansion. Il faut toujours remettre en question ce que l'on est et ce que l'on fait. Voilà, c'est la loi qui dit ça. Moi, je suis dans cette optique-là où il faut savoir mixer les deux. Voir le monde évoluer avec lui, certes, mais ne pas perdre nos valeurs. Et c'est le problème, quand on essaye de trop s'adapter à l'environnement, on perd nos valeurs. J'aime bien, c'est le vaudou. L'exemple que j'aime bien citer souvent, c'est le vaudou, parce que dans le vaudou, ils ont adapté leur rite à leur époque, mais tout en conservant l'esprit du rite. C'est assez fort, quoi, et c'est quelque chose que dans la Wicca, on n'arrive pas. On casse tout, littéralement, pour reconstruire quelque chose de plus moderne, mais on en perd tout. Alors que c'est l'idée de la révolution, de l'évolution. Le vaudou a évolué d'Afrique vers maintenant, elle a évolué vers une forme qui est actuelle, mais dont la symbolique, la pratique en elle-même reste toujours la même. Alors vous prenez un rite vaudou moderne et vous prenez un autre rite vaudou d'il y a 400 ans, 300 ans par exemple, 300-400 ans, ouais, à peu près, vous verrez que, si je me trompe, corrigez-moi, vous verrez que la base du rite reste la même, le symbolisme reste pareil. Alors que dans la Wicca, si vous prenez les rites de Garner, même pas bientôt, enfin une centaine d'années, bientôt, enfin dans quelques années, ça fera une centaine d'années, mais prenez les premiers rites de Garner et vous prenez les rites maintenant qui se disent Wiccans, on perd tout l'état d'esprit. Je parle des rites maintenant éclectiques, du moins sur le public. On perd tout l'état d'esprit. On a essayé de s'adapter à notre évolution, donc à l'ouverture en fait d'esprit et à la super diffusion de notre société. Et en fait, on a perdu tout. L'âme. On a créé une nouvelle âme. Je dis pas le contraire, mais on a perdu l'âme primaire. Et c'est ça qui est assez problématique dans l'idée. L'évolution, oui, mais pas la révolution. Et actuellement, dans la Wicca, on passe de révolution en révolution et non d'évolution petit à petit. La liberté, c'est la 10e loi. L'idée, c'est que chacun a sa propre voie, chacun doit trouver sa voie, et que on ne détient pas la vérité, mais on détient une vérité. Cette loi-là se repose sur cette idée-là. La loi numéro 11, c'est la loi qui s'appelle Carpe Diem. Vivre l'instant présent, c'est important. Cette loi dit que, jouir de l'instant présent, c'est la traduction littérale de Carpe Diem. Cette loi explique qu'il faut vivre avec son temps, il faut profiter de actuellement de ce qu'on a, et surtout de pas trop se concentrer sur notre passé, ce qui est assez problématique. La loi dit précisément, nous ne sommes plus aujourd'hui menacés par la discussion sur notre histoire, nos origines et la légitimité de nos traditions. Nous nous sentons essentiellement concernés par notre présent et notre futur. C'est l'idée. L'idée de la loi, c'est ça. Personnellement, je ne pense pas. Il faut automatiquement avoir un recul, connaître son passé. Pour moi, cette loi-là c'est l'idée de faire pousser un arbre hors de terre, ou d'essayer de le faire pousser en lui enlevant toutes ses racines. C'est pas possible. Il faut connaître notre passé pour pouvoir nous construire actuellement et construire notre avenir. Si on ne connaît pas l'esprit dans le passé, on ne connaîtra pas pourquoi on fait ça et on ne pourra pas expliquer dans l'avenir pourquoi on fait ça. Il y a
un sketch que j'ai vu il y a quelques jours sur M6 en famille, où il y avait une histoire de gigot, où il coupait un morceau de gigot, et la mère, il y avait la mère, la fille qui faisait, enfin les deux filles et la mère qui faisaient ça, et ils se la pétaient en disant oui, c'est traditionnel, c'est notre famille, et ça donne un goût à un gigot spécial, et ils coupaient le gigot, on comprenait pas pourquoi ils faisaient ça. Et puis une des filles, elle demande à la mère, mais pourquoi on fait ça? Et la mère a dit, bah, ma mère elle le faisait toujours et j'ai jamais posé la question, donc je le fais toujours. Alors on voyait avec la scie et tout, enfin, c'était assez comique. Et puis elle pose la question, donc la mère à son père, donc au grand-père des filles, et il lui demande, mais pourquoi maman faisait ça? Et le grand-père, donc le père de la fille répond, enfin de la mère répond, parce que on avait un four plus petit, trop petit. Donc ta mère le coupait pour que le gigot passait. Et c'est l'idée. L'idée de ne pas connaître son passé, on fait des actes à laquelle on ajoute un mystère, on essaye d'une compréhension qu'on n'a pas. Et en fait, des fois, on est complètement à côté de la plaque. Il y a des logiques, des choses logiques qui on leur donne des parts mystiques. Je donne un exemple dans les grandes religions par rapport à la consommation de porc, par exemple. La raison qu'on consommait pas de porc à l'époque dans certaines parties du monde, c'est parce que ça se conservait très mal. C'est tout. C'est que le porc est une viande qu'on tombe très facilement malade. Enfin, si elle n'est pas très bien conservée, on peut vraiment tomber rapidement, plus facilement malade qu'une chèvre ou qu'un âne, quoi, ou qu'un bœuf, quoi. Et c'est ça l'idée. C'est que dans le passé, il y a une raison logique pour qu'on fasse ça. Et avec le temps, si on ne nous explique pas pourquoi, bah, automatiquement, on le fait, puisqu'on nous a appris comme ça, mais on leur donne une part mystique, une part religieuse, peu importe ce qu'on veut lui donner une part, alors que en réalité, ce n'est pas ça. C'est l'idée. Ma philosophie, c'est qu'il faut connaître le passé. C'est important de connaître son passé. Leur philosophie à eux, c'est plutôt de pas trop s'en prendre la tête et d'avancer au plus loin, d'avancer vers l'avenir. Mais pour moi, voilà, l'avenir est certes bien, mais il faut aussi ne pas oublier d'où on vient. C'est assez important. La 12e loi parle de la représentation du mal. Elle explique que les sorcières, les mages et sorcières ne croient pas au mal absolu, à l'existence de Satan ou du diable dans la tradition chrétienne. Ne cherchons pas la souffrance et ne reconnaissons pas de vertu particulière à la mortification. Cette loi veut tout dire. Le mal n'existe pas. C'est sous-entendu cette idée-là. Le mal absolu n'existe pas. Et philosophiquement parlant, c'est le cas. Sans lumière, pas de ténèbres. Sans ténèbres, pas de lumière. Le mal en lui-même est positif. L'ange est aussi le démon. Ma phrase fétiche, enfin ça fait partie de ma phrase personnelle que je sorte chaque fois, c'est les anges que tu pries sont les démons que tu évites. Ça veut tout dire. C'est que l'ange est aussi le démon, Dieu est aussi le diable, l'homme est aussi la femme, le soleil est aussi la lune, le haut est comme le bas, l'eau est comme le feu. Tout ne fait partie en finalité que d'un. Lire la table d'émeraude. Mais c'est l'idée, cette optique-là où tout ne fait partie de un et donc les opposés ne font partie que un. Donc le mal absolu, dans le sens absolu comme le bien absolu, pareil, n'existe pas. Donc ceux qui disent je fais que du bien, je fais de la magie blanche, c'est le terme le plus courant, de la magie blanche. Je fais la magie bénéfique. Non, vous faites de la magie, point. Elle est bénéfique parce que vous croyez vous qu'elle est bénéfique, mais peut-être pour la personne en face, elle ne l'est pas. C'est ça la remise en question, toujours se remettre en question en magie. L'acte qu'on fait peut nous paraître bien. Ah, je fais ça pour que mon fils ait qui possède cet appartement. Ouais, c'est bien pour toi, pour ton fils, mais la personne qui était dessus, dans cet appartement, peut-être elle s'est fait expulser à cause de ton sort, ou peut-être qu'il y avait une famille de pauvres qui devait être logée, et puis c'est ton fils qui a pris la place de cette famille-là. Il y a beaucoup de choses. Chaque acte a une conséquence, c'est l'effet domino, et il faut connaître la conséquence avant de faire l'acte. Et c'est assez important de connaître ça. La 13e loi, c'est la nature et bien-être.
C'est l'idée où la sorcière cherche le bien-être dans la nature. Que sa santé doit être avant tout une santé liée à la nature. Ce qui est vrai. Il faut qu'on se rapproche un peu plus des soins de la nature, mais il ne faut pas non plus dénigrer la médecine moderne. La nature ne peut pas guérir un cancer. La nature ne peut pas guérir le sida. La nature, enfin, il n'y a aucune plante qui peut guérir ces maladies modernes. La syphilis, la rage, c'est des maladies qui ont existé pendant des siècles et on n'a jamais eu réellement de remède pour. Mais on peut soigner un mal de crâne, on peut soigner un mal de gorge, on peut soigner une grippe, on peut soigner des petites maladies avec les plantes. J'utilise le chimique personnellement que quand c'est grave. Sinon, je n'utilise des plantes où j'utilise rien. Un mal de crâne, eh ben, ça passera. Voilà, c'est l'idée. C'est qu'il faut faire preuve de recul sur les extrêmes. En fait, on revient sur l'idée de l'équilibre. Il faut pas dénigrer les plantes, il faut pas dénigrer la médecine moderne, il faut les allier ensemble. La médecine énergétique aide la médecine moderne. La médecine moderne peut réussir qu'avec la médecine énergétique. Les deux vont ensemble. Une personne qui fait une chimiothérapie, on lui fait faire une chimiothérapie pour son bien à la base. Mais il est important aussi de lui apporter aussi des soins énergétiques, de lui apporter des soins par les plantes, les pierres, peu importe, par la nature. Puisqu'avant tout, on est animal, on est humain. Et aussi mental. Donc, je veux dire, la pensée positive aide aussi à la guérison. C'est aussi ce que je disais par rapport au fait je ne fais rien. J'ai mal au crâne, j'ai mal à la gorge, j'attends 3 jours. Au bout de 3 jours, là, je me soigne. C'est mon truc, c'est ma façon de faire. Voilà, j'assume totalement le danger, parce que ça peut être vraiment un danger, mais je suis comme ça, 3 jours. C'est au bout de 3 jours, 2 jours des fois selon les jours, mais le week-end souvent, si je vois que ça dure toujours, là je me soigne. Mais je me soigne pas avant, parce que des fois il y a des trucs, c'est psychosomatique, quoi. Enfin voilà. Donc c'est ma philosophie de vie, et avec tous les litres de coca que j'ingère, je pense que le chimique j'en ai assez dans le corps. Donc voilà, c'est ma philosophie de vie. Il faut être proche de la nature, être dans le bien-être, se soigner le plus possible, le magnétisme, etc. par la nature, mais il ne faut pas renier la science moderne, il ne faut pas renier les découvertes modernes. C'est bien de se soigner en mêlant le moderne et l'antique. Donc ceci conclut en fait les 13 principes, les 13 grandes lois, les principes Wiccan, sorcières, magiciennes, selon la terminologie qu'on lui donne. Donc oui, donc c'est des lois qui sont bons à connaître, culturellement parlant, qu'on y adhère ou pas. Il me semble qu'aucune tradition n'adhère tradition traditionnaliste n'adhère à cette philosophie, ces lois-là. Ils ont d'autres lois, et plus de 160 lois Wiccan de Gardner, mais ces lois-là, c'est pas plus c'est intéressant de les étudier, de réfléchir sur celles-ci. Ça permet de réfléchir sur celles-ci et de donner à chaque loi, faire un moment. Moi j'aime bien ça, prendre des fois certaines choses avec un petit groupe et étudier chaque idée. Par exemple l'évolution, le numéro 9, l'évolution, et débattre au sujet de ça. Donc testez, n'hésitez pas. Donc voilà, nous allons voir maintenant le pouvoir psychique et le pouvoir personnel. Alors, il existe en sorcellerie, en magie, 2 types de pouvoirs. Le pouvoir psychique et le pouvoir personnel. Le pouvoir psychique, donc c'est ce qu'on peut appeler pouvoir don. Donc ça veut dire tout ce qui est don de double vue, voyance, clairvoyance, médiumnité, etc., etc. Tout ça, c'est des dons psychiques. Ça vient du psyché, donc de l'esprit. Des personnes comme Uri Geller, par exemple, a la capacité de tordre les cuillères en deux.
Ça, c'est des pouvoirs psychiques. En Wicca, il y a un deuxième pouvoir qui est appelé le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, en fait, c'est l'énergie que nous possédons tous. C'est un pouvoir que nous avons tous en nous. Dans la Wicca, le mot pouvoir est le terme utilisé pour pouvoir définir l'énergie. Le chi, le mana, le prana, le ki, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais l'énergie de la sorcière lorsqu'elle fait des rituels. C'est l'énergie personnelle. Toute sorcière possède ce pouvoir. Je mets des parenthèses sur le terme pouvoir. C'est un pouvoir qu'ils ont en eux depuis toujours. Et ce pouvoir est vraiment présent. Garner disait que ce pouvoir est latent dans le corps. Et que avec une modification du mental, on peut modifier ce pouvoir afin d'atteindre les choses. Des actes comme boire un peu de vin, prendre certaines drogues aussi, danser, avoir des chants monotones ou pas, avoir un rite sexuel aussi, permet de dégager, de développer beaucoup plus de ce pouvoir et le mental, de le diriger vers le but désiré. C'est le fonctionnement de la magie. C'est vraiment le fonctionnement de base de la magie. Le pouvoir personnel, c'est le champ électromagnétique du corps, si vous voulez, si on veut essayer avec des mots un peu scientifiques. Le corps étant un élément géant, comme tout corps physique, étant un élément géant, cette énergie circule. Avec certains actes, certaines pensées, certaines méditations, on développe ce pouvoir. On le développe à tel point que on accentue cet effet électromagnétique, et ce pouvoir-là, cette énergie-là est récupérée pour pouvoir le diriger vers une situation, une bougie, un encens, un rituel, une prière, un dieu, une planète, une plante, peu importe. C'est une énergie qui peut être contrôlée et qui est contrôlable et qui est dirigeable vers un but défini. Vous pouvez vraiment développer ce pouvoir personnel. Enfin, du moins pas le développer, mais le sentir. Il est important de le sentir. Nous sommes tous faits de ce pouvoir personnel. Et le magnétisme, voilà le mot, c'est ce que je cherchais. Le magnétisme. Le pouvoir personnel, en fait, c'est le magnétisme. Enfin, du moins, c'est ce qu'on appelle en France le magnétisme. En magie, en sorcellerie, on appelle ça l'énergie, et en Wicca, on appelle ça le pouvoir. On peut le sentir, rien qu'en ayant cette pensée, on sent que les paumes des mains commencent à chauffer, ou du moins à chatouiller. C'est un ressenti qui est personnel, qui est différent. Je peux vous conseiller un petit jeu qui est assez marrant, c'est prendre un ami, une personne, une connaissance ou autre, et qu'elle s'assoit, donc idéalement sans le t-shirt, dos à vous, et vous derrière, vous allez apposer votre main à un niveau du dos, précisément, sans lui dire. Et vous concentrez sur cette énergie. Visualisez vraiment l'énergie du corps, la chaleur de la main, parcourir et arriver sur le dos de la personne. Et demandez à la personne où elle sent la main. Enfin, qu'est-ce qu'elle sent précisément et où ça. Et vous verrez que il y a 99,9% de chances qu'elle tombe sur l'endroit où vous avez mis votre main, où vous avez apposé votre main. Sachez que ce pouvoir peut parcourir des distances. Elle n'est pas figée actuellement sur là. Par exemple, je peux faire ça, apposer ma main et envoyer cette énergie vers cette vidéo que vous allez recevoir très rapidement en voyant ça. C'est l'idée du pouvoir personnel. Le pouvoir ne possède aucune limite dans le temps ni dans l'espace. Il peut atteindre tous les esprits, toutes les personnes, tous les objets quand on a envie. Là, je charge une image qui sera chargée, qui vous donnera cette énergie. Mais pendant que vous allez la voir, peut-être je vais dormir, peut-être je serai en train de manger, peut-être je ferai autre chose, peut-être je ferai une autre vidéo. Et pourtant, cette énergie que j'utilise là actuellement, vous allez la recevoir au moment
où vous allez voir cette vidéo. Parce que le temps n'existe pas. Le passé, le présent et le futur ne font partie qu'un seul point. Quand vous me voyez faire ça, à ce moment-là précisément, même si je ne suis pas officiellement, enfin, dans votre espace-temps en train de faire ça, moi, mon autre moi dans cet espace-temps-là, le fait. C'est fait partie de la magie. Le temps n'existe pas, la distance n'existe pas. Nous faisons partie du 1. Reprendre à nouveau les tables d'émeraude, nous sommes le 1. Toi, moi, nous faisons partie de la même énergie. Mon énergie va en toi et ton énergie va en moi. On se connaît, on se comprend par cette énergie. C'est pour ça que des fois, il y a des gens où je les vois, je les connais, dans ma tête je sais que je les connais, le visage je ne sais pas, mais je me sens attiré vers eux, j'ai envie de discuter avec eux. Et je découvre que on s'est croisé soit sur le net, soit dans un truc, c'est parce que mon énergie, ou même des fois on a juste pensé à l'un à l'autre, mon énergie c'est son énergie est mon énergie. Nous sommes tous en finalité interconnectés, nous sommes tous... Donc faites ce test là, vous verrez que c'est assez marrant comme test et ça vous fait aussi développer votre magnétisme, votre pouvoir personnel et le contrôle de celui-ci. En visualisant l'énergie passée, vous verrez cette énergie passer par cette paume de main et vers la personne. Mais il n'y a pas que les mains, les doigts, les yeux, la bouche, le souffle, le cœur, vous pouvez tout le corps en fait parcourt de cette énergie. Les mains, puisqu'on est manuel, on est des singes, hein, faut pas l'oublier, donc on est très main, mais on peut faire les pieds, la tête, il y a tout ça qui rentre en jeu. Oui, donc je précise, je fais le symbole de Spock, c'est juste un réflexe quand je présente ma main comme ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire ça comme ça. Enfin, idéalement, il paraîtrait qu'il faudrait mettre la main en forme de concave, comme ça. Donc, c'est pour pouvoir donner plus facilement l'énergie. Comme ça bloquerait l'énergie, mais plutôt comme ça, permettrait de passer cette énergie, mais suivez votre instinct, c'est le plus important. Petit conseil pour vos charmes et vos envoûtements que vous allez faire plus tard. L'ingrédient le plus important dans un sortilège, c'est l'émotion. J'ai lu pas mal d'ouvrages ou de textes, même moi j'avais écrit des textes pour détourner certaines personnes, que l'énergie, qu'un rituel bien fait est un rituel où on n'a aucune émotion. C'est faux. L'émotion apporte du pouvoir personnel. Quand on fait un rituel d'amour, par exemple, c'est notre passion que nous avons pour la personne qui fait que ce sortilège fonctionne. Les sortilèges négatifs, pareil. La haine qu'on porte pour telle personne fait en sorte que le sortilège soit encore plus chargé que si on n'avait aucune émotion. C'est pour ça qu'il est très peu de monde peut réussir à faire un rituel pour quelqu'un d'autre. Et il faut vraiment être un professionnel pour le faire. Parce qu'il faut se mettre en état émotionnel pour pouvoir réaliser ce rite. Pour les fans de Charmed, par exemple, il y a certaines des sœurs qui, leur pouvoir psychique, entre parenthèses, sont liés à leurs émotions. Et ils apprennent à contrôler leurs émotions pour contrôler leur pouvoir. C'est l'idée de la magie, sauf que c'est l'inverse qu'il faut faire. L'émotion crée le pouvoir. C'est en créant cette émotion que vous créez le pouvoir. Quand je fais un rituel, par exemple, de bénédiction, j'arrive à me mettre en joie pour la personne parce que je pense à des trucs, aux gens que j'aime bien. Et dans ma tête, je me dis, j'arrive à visualiser cette personne heureuse, j'arrive à la visualiser avec l'émotion, puisque l'émotion est présente, puisque je l'ai vécue, et il ressort de moi pour ressortir pour cette personne, alors qu'à la base, cette émotion a été créée au départ par les gens que j'aime. C'est un peu comme les acteurs avec le fait de pleurer sur commande. C'est pareil. C'est l'idée. Il faut avoir cette émotion dans les tripes, la vraie émotion, la tristesse, la colère, la joie, la peine, le regret,
Ces émotions-là sont importantes en magie. Autre petite information. Les charmes et les sortilèges ne sont pas liés à l'aspect religieux. On peut être sorcière, tout simplement, pratiquer des sorts, des envoûtements, attirer ta âme, machin, enfin bref, mais ne pas être religieuse et ne pas donc pratiquer une religion, ne pas être wiccan, tout simplement. Et inversement, je vais dire, on peut être religieux, donc automatiquement néo-païen, mais ne pas pratiquer des charmes et sortilèges. Un wiccan, par contre, est celui qui pratique l'aspect religieux, la sorcellerie, si on veut, la version, on va dire, américaine du terme, pratique la sorcellerie et pratique la magie. La Wicca, c'est ça. C'est important de le comprendre. On peut ne pas pratiquer la magie, donc là, on fait partie d'une philosophie néo-païenne qui s'inspire de la Wicca ou de la witchcraft, qu'on appelle de la witchcraft, la sorcellerie. Je suis sorcière, mais on n'est pas wiccan. Et inversement, quand on fait des rituels, nous sommes des mages, des magiciens, si vous voulez, mais on n'est pas des wiccans. Si on fait que de la magie. C'est vraiment important de comprendre ça. Autre idée, autre chose importante à retenir. Chaque charme, chaque rituel, qu'il soit religieux ou pas, doit être réalisé dans un cercle de pouvoir, ou appelé aussi cercle de protection, mais c'est pas vraiment sa fonction primaire. Le cercle que l'on trace au sol sert en premier temps à canaliser l'énergie, en deuxième temps à se protéger. Mais en premier temps à canaliser l'énergie. Lors du rite, on dégage beaucoup d'énergie. La pensée, la danse, le chant, on dégage énormément d'énergie. Cette énergie doit être contenue dans le cercle pour pouvoir après être dirigée. Si le cercle n'est pas, l'énergie s'en va. Vous allez me dire, oui, la magie campagnarde, on ne fait pas de cercle magique. Oui, parce qu'il y a des techniques particulières. On a un objet dans les mains à chaque fois. Il y a très peu de rites campagnards où il n'y a pas de cercle. Ou du moins, on est dans un lieu qui sert de cercle. Par exemple, dans certaines traditions françaises, de Wicca française, le cercle n'est jamais tracé, mais c'est plutôt la pièce où il pratique qui est important. Qu'ils appellent ça l'occultum. C'est une pièce pour les rituels, et cette pièce a le même effet que le cercle de protection, enfin le cercle du pouvoir, pardon. Elle a l'effet de canaliser l'énergie qui est émise. Et pour cela, les murs sont peints d'une certaine manière, le sol d'une certaine manière, le toit, enfin le plafond d'une certaine manière. Certains symboles sont placés dessus afin de canaliser cette énergie-là. Donc voilà ce qui clôt le cours de Wicca, donc la leçon 1 des cours de Wicca, histoire, philosophie et légende Wiccan. Le chapitre 2, la leçon 2 en fait aura pour thème les croyances Wiccan, avec un listing des différentes traditions qui puissent exister, puisqu'il n'y a pas que celle-là, et plein de petites informations sur la croyance à proprement parler de la Wicca. Donc j'espère que cette série de vidéos a été pour vous enrichissante et vous a apporté autant que moi elle m'a apporté en les écrivant, et j'espère du fond du cœur que cela vous paraît bien, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter par l'email qui s'affiche à chaque fois, ou bien me contacter via Facebook, puisque vous allez pouvoir me retrouver dans Benjamin Linares, ou bien via le mail que je vous ai donné. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à mes vidéos. Et partagez, hein. C'est comme ça que l'information circule, et c'est comme ça qu'on va arrêter de réaliser certaines erreurs et d'améliorer un petit peu notre culture Wiccan, puisque en France on a énormément de retard et on est en train de petit à petit se perdre avec toutes les informations qui viennent, puisque on a
un retard et en même temps on se fait envahir par l'évolution en finalité qu'il y a dans les autres pays où ça fait 20, 30, 40, 50 ans que ça existe et que ça existe toujours et que les pratiques ont évolué, sauf que nous on n'a pas connu cette évolution. Donc passer par l'évolution petit à petit et non la révolution, détruire tout pour tout recommencer. Donc sur ce, je vous remercie encore et n'hésitez pas à laisser des commentaires gentils, hein. Non, je plaisante, mais au moins des commentaires enrichissants qui me permettraient d'améliorer mes vidéos. Et n'hésitez pas. Donc à bientôt.